Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette session consacrée aux populations clés, migration et mobilité. Et j'ai le plaisir de co-animer cette session avec mon ami et collègue Koudia So. Bonjour Koudia. Bonjour Joseph, bonjour à tous et bonne session. Nous allons donc cet après-midi aborder différentes problématiques, que ce soit celles des travailleuses du sexe, des usagers de drogue, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ou encore des populations migrantes. Nous allons commencer avec 3 mini-lectures. Vous pourrez poser vos questions. Normalement, vous avez sur l'interface un lien pour poser vos questions. Et ces questions seront du coup ensuite discutées après les 3 premières présentations. Et ensuite, nous aurons les 2 dernières présentations avec une nouvelle session de questions et réponses. Tout de Bonjour suite, Joseph, bonjour à tous. je vous commence de démarrer avec la première présentation qui va être faite par Albert Gauthier Ndioy. Albert, il est postdoctorant à Dakar au CRCF. Il travaille sur le projet consommateur de drogue et dynamique sociale au Sénégal Codicène. Et pour cette mini-lecture, il a également fait appel à Anne Coppel et à Louis Letellier. Bonne première vidéo. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Albert Gauthier-Ndione. C'est avec plaisir que je réponds à l'appel d'Afravi pour faire une mini-lecture sur la dépénalisation des usagers de drogue, que j'ai le plaisir de co-présenter avec des collègues et amis, Anne Coppel, Mbissa Ngom, Louis Letellier de Saint-Just, Mohamed Diop et Karine Magin. La criminalisation des drogues a été longtemps analysée comme un frein à la réduction des risques qui fait référence aux politiques, programmes et pratiques visant à minimiser les impacts négatifs des drogues sur la santé des usagers. Avec la dépénalisation, l'usage de drogue ne fait plus partie des délits, mais est assujetti à une réglementation. Ce qui, finalement, permet d'avoir un cadre favorable pour dérouler les activités de prévention, mais aussi de traitement pour les consommateurs de drogue. L'objectif de cette mini-lecture sera de faire l'état des lieux du débat sur la dépénalisation en France, avec Anne Coppel, au Canada, avec Louis Letellier de Saint-Just, et en Afrique de l'Ouest francophone. En France, donc, on a un dispositif qui a été voté en 1970 et qui est fondé sur la dépénalisation de l'usage. C'est une loi d'une sévérité exceptionnelle qui a été à l'époque justifiée par 2 menaces. La menace sur la sécurité, et il fallait restaurer l'autorité de l'État, et la menace sur la santé publique qui nous vient des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, à la même période, il y avait une diffusion massive des drogues au-delà des ghettos, comme c'était traditionnel, avec des étudiants, des rockers, des hippies. Et donc, 1970-71, c'est l'année de War on Drug, la guerre à la drogue, dont Nixon adopte le slogan. Cette loi, on a essayé de la modifier, de modifier la dépénalisation d'usage déjà à la fin des années 70, mais le moment où il y a eu un débat vraiment important, c'est face au sida. On avait en France une catastrophe, on s'est rendu compte qu'il y avait une urgence de santé publique. Or, le problème, c'est que la loi s'oppose à une politique de santé, parce que pour la loi, la santé, elle se limite à sortir à des cures de désintoxication. Simone Veil, d'ailleurs, a posé la question, c'est elle qui a mis en place le dispositif de réduction des risques, mais elle a posé la question, distribuer des seringues et interdire de s'en servir, il y a une contradiction. Elle a fait une tentative en créant une commission pour changer la loi, mais ça n'a pas été possible. Mais elle a quand même mis en place le dispositif expérimental et qui a été évalué entre 1994 et 1999. En 1999, on a eu des résultats miraculeux, c'est-à-dire une réduction de 80% des overdoses mortelles, une réduction de la mortalité sida, c'est les 2 tiers, et qui témoignent de l'amélioration de la santé.
Et il faut aussi citer une réduction de 68% des interpellations, c'est-à-dire des arrestations pour héroïne, qui témoignent d'une amélioration de la santé. Mais il y a un résultat qui témoigne de la responsabilisation des usagers d'héroïne, des héroïnomanes, c'est la baisse des contaminations dues au sida. Les héroïnomanes ont changé de comportement, ils se sont responsabilisés. En guise de conclusion, je dirais qu'il y a deux forces qui s'affrontent. Pour le moment, il y a d'un côté l'escalade de la répression. C'est pas qu'ils sont vraiment majoritaires, mais comme c'est la politique actuelle, c'est beaucoup plus facile que de réformer une politique. Hein. Ça ne veut pas dire que cette politique fasse consensuelle, parce qu'il y a à l'heure actuelle des changements en cours assez importants. Il y a une dépénalisation de l'usage dans presque tous les pays, d'ailleurs européens en tous les cas. La légalisation du cannabis thérapeutique est en discussion, même en France, le pays le plus répressif d'Europe. Et tout compte fait, la politique de drogue, c'est comme n'importe quelle politique, c'est une question de choix. Nous voulons une société plus autoritaire, plus répressive, ou une société plus solidaire, plus efficace dans le respect des droits de l'homme. Alors, bonjour à tous. Le Canada serait-il en train d'entreprendre une marche concrète vers la décriminalisation des drogues? Une affirmation de départ, jamais avons-nous autant parlé de décriminalisation que maintenant au Canada. Aucune surprise, le Canada, dès le début du 20e siècle, abordera la question du contrôle des drogues avec une approche répressive, comme beaucoup de pays l'auront fait, et évidemment provoqué chez nous par une proximité évidente avec les États-Unis, qui sont les maîtres d'œuvre de ces politiques répressives en matière de contrôle des drogues. Donc, le Canada va avoir de la difficulté à se démarquer d'une approche plus stricte, plus rigoureuse et qui fait très peu de place, sinon aucune, à la question des droits humains, à une approche de santé publique. Et à cette époque, la RDR n'existe pas. Deux moments très forts de l'histoire canadienne en matière de contrôle des drogues, deux commissions d'enquête, 1969 et 2001, portant sur la question des drogues. Et les deux commissions vont avoir une recommandation commune, c'est-à-dire, à 30 ans de distance, la décriminalisation. Ce qui va arriver aussi, c'est que les provinces vont avoir une influence importante sur le changement, sur la remise en question des approches répressives, parce qu'elles ont le pouvoir seul de légiférer en matière d'organisation des services, alors que le gouvernement fédéral légifère en matière de droit criminel, donc sur les drogues. Première stratégie nationale sur les drogues, 1987. Un des piliers est l'application de la loi, et ce pilier-là va bénéficier de la majeure partie du financement, laissant que des miettes pour les autres aspects, les aspects sociaux, incluant évidemment l'accès à des services, mais ce sera un financement anémique. Au fil des ans, on va donc osciller entre des ouvertures. La pandémie du VIH des années 80 va nous obliger à réinventer, à refaire nos devoirs en matière de santé publique, et il y aura donc des changements intéressants. Il y aura aussi des périodes beaucoup plus sombres. La loi qui réglemente certaines drogues et autres substances, c'est de la loi qui est toujours en vigueur. Elle a subi quelques modifications au fil des ans, 1996. Des avancées, oui, intéressantes. La pandémie du sida est largement responsable de ça. Les premiers programmes d'échange de seringues à la toute fin des années 80, c'est Montréal, avec Cactus Montréal, qui sera le premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord. Et au début des années 2000, le premier site de consommation supervisée à l'ouest du pays, à Vancouver. Mais entre 2005 et 2016, ce sera aussi au Canada une période très sombre, une période où il y aura un retrait de la RDR, de la stratégie nationale sur les drogues, et nécessairement la santé publique au rencard. Primauté de l'application de la loi, nouvelle législation répressive. Il y a deux éléments qui sont maintenant, depuis 2016, les plus importants au niveau d'un renouveau ou d'un changement de cap sur l'application de lois répressives. C'est l'impact déterminant de la crise des opioïdes au Canada, la crise des surdoses et l'avènement de la législation du cannabis en 2017.
Ces deux éléments combinés font en sorte qu'on vient gruger le socle assez solide de l'approche répressive et que dans les actions, non pas dans les lois qui viennent strictement ou de façon précise décriminaliser, c'est-à-dire soit réduire les infractions au niveau de la possession simple de drogue ou bien donner carrément des alternatives, ce ne sont pas les lois qui vont le faire nécessairement, ce seront plutôt des changements dans les politiques canadiennes en matière de drogue. Je vous donne des exemples. La loi sur le bon samaritain secourant les victimes de surdose, plus de 45 maintenant sites de consommation supervisés au pays, un accès accru à des services de santé, naloxone, méthadone et autres traitements agonistes. Autre élément qui milite en fonction d'une décriminalisation des drogues, ce sont les arrestations qui franchissent des caps absolument honteux. 72% des arrestations sont liées à la possession personnelle. Les usagers sont donc les premiers visés par ces approches répressives. Autre chose qui transpire, c'est vraiment une discrimination systémique auprès des communautés noires et autochtones, un financement outrageux. Nous avons des décisions des tribunaux qui poussent les gouvernements à avoir des initiatives beaucoup plus proches de la RDR, donc qui se rapprochent de la décriminalisation. Et on a évidemment des politiciens qui prennent maintenant position très clairement en faveur de la décriminalisation des drogues. Cet été, nous avons fait des pas de géant avec une prise de position de l'Association canadienne des chefs de police qui soutiennent clairement la décriminalisation des drogues et le ministère de la Justice avec des directives à ses procureurs leur disant dorénavant, vous ne poursuivrez plus pour des infractions de possession simple de drogue. Ce sont deux aspects qui s'ajoutent à l'autre approche de l'approvisionnement sécuritaire de drogue et qui viennent faire en sorte que nous vivons, on peut le dire, une décriminalisation de facto, donc de fait. Toutes ces avancées sont quand même formidables, mais tout demeure quand même fragile. Il suffit d'un changement de gouvernement avec une approche plus conservatrice pour que les acquis, eux aussi, soient remis aux oubliettes ou mis à l'écart pour que nos efforts soient à reprendre. La situation au Canada peut servir de reflet pour les autres pays comme l'Afrique, comme la France, dans ce débat sur le changement des politiques sur les drogues. Merci. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Le premier constat est que cette war on drug a eu des résonances au niveau local. Et dans les années 90, presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest francophone se sont dotés de codes des drogues, comme on l'a vu au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. L'autre constat, c'est que la pénalisation concerne à la fois la détention, l'usage, la culture, mais aussi la vente, avec des peines d'emprisonnement allant de 15 jours à 5 ans et des amendes allant de 50 000 à 5 millions dans ces trois pays qui ont été cités. Et dans les différentes lois, il n'y a pas de distinction entre ce qu'on peut appeler la consommation additive, occasionnelle ou même récréative. Les différentes législations, excepté celle ivoirienne, prévoient cependant des dispenses de peine. Au Burkina Faso comme au Sénégal, il y a des dispenses pour les mineurs appelés non-récidivistes. Et dans presque toutes les lois en Afrique de l'Ouest francophone, il y a ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique, mais qui n'a pas été mise en œuvre parce que le dispositif ne s'y prêtait pas. Mais il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits qui pourraient nous amener à poser la question de savoir est-ce qu'on va vers un cadre juridique beaucoup plus favorable à la RDR. Et justement, le contexte global de la lutte contre le VIH et les exigences des bailleurs de fonds ont poussé certains États à mettre en place un dispositif de réduction des risques pour les usagers de drogue au travers d'enquêtes biocomportementales et d'estimation de taille, et aussi au travers de dispositifs de réduction des risques et des activités vers les consommateurs de drogue, mais qui ont un obstacle juridique. Par exemple, le programme d'échange de seringues est considéré par les lois en Afrique de l'Ouest comme une facilitation ou une incitation justement à la consommation et qui pénalise à la fois le consommateur et l'acteur de terrain chargé de faire la réduction des risques. Il y a au moment la mise en place d'une commission ouest-africaine sur les drogues qui a pour objectif de sensibiliser les États pour changer les textes et les lois
afin de rendre l'environnement beaucoup plus favorable, de traiter les usagers de drogue dans une perspective de santé publique, mais aussi de poursuivre la décriminalisation d'usage de drogue. Au-delà de ça, des initiatives locaux aussi sont notées, des cadres de concertation ont été mis en place dans certains pays entre les acteurs sanitaires et les acteurs juridiques, des propositions de plans stratégiques de lutte contre les drogues, incluant une prise en charge, des gentlemen agreements entre professionnels de la justice et de la santé, dans un contexte où les policiers et les gendarmes manifestent une certaine lassitude dans cette guerre contre les drogues. Et enfin, en contexte de Covid-19, par exemple, au Sénégal, il y a eu un circulaire qui avait tout simplement demandé, dans la perspective de réduire la population carcérale, de ne plus emprisonner les consommateurs de cannabis. Donc, il y a un grand défi finalement pour la dépénalisation en Afrique, parce que la pénalisation correspond un peu au discours religieux ambiant dans ces pays. Qui plus est, la dépénalisation est perçue comme une approche occidentale qui s'oppose aux normes sociales africaines. Après, l'image de drogué qui a été longtemps construite au travers des sources religieuses et juridiques s'est renforcée et s'est disséminée par le rôle des médias. Néanmoins, il y a des formes de mobilisation communautaire avec des associations de groupes et groupes d'autosupport qui se mettent en place en Afrique et qui s'inscrivent dans des réseaux internationaux où le discours est beaucoup plus porté sur les questions de droits humains. Il y a également une mobilisation des chercheurs, des scientifiques, au travers du cours ouest-africain sur les drogues financé par OSF et OSIWA, qui regroupe des juristes, des journalistes, des chercheurs, des policiers, gendarmes, et où le débat sur la criminalisation est posé. Et enfin, il y a la volonté également des chefs de l'État dans certains pays, timides certes, mais qui, boostés par la Commission ouest-africaine sur les drogues, acceptent de réorienter la lutte contre les drogues vers une médicalisation. Donc, on ne parle pas jusqu'à présent de dépénalisation. Finalement, on voudrait discuter avec vous de ce constat qui va tout le temps du global au local, où des lois observées ailleurs se sont reproduites dans plusieurs espaces. En Afrique, il y a une reproduction du schéma de lutte contre les drogues à la française qui est jugé très peu performant. Mais globalement, le monde évolue vers des changements et des réorientations des lois et des textes. Des études et des expérimentations sont en cours. Des initiatives locales de dépénalisation ont été prises au Portugal, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, au Lesotho, au Zimbabwe. Mais l'Afrique de l'Ouest francophone reste encore timide dans ce débat et préfère pour le moment parler de médicalisation en traitant les consommateurs de drogue comme des personnes qui ont besoin d'être pris en charge et qui semble être le tremplin pour aller vers la dépénalisation. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci à vous. Merci Gauthier et vos co-auteurs pour cette excellente présentation. Nous allons passer à la présentation suivante. S'il vous plaît, vous pouvez mettre la deuxième vidéo. Bonjour à tous et merci d'être là. Je suis Kalonde Malama et je suis ravi de vous parler brièvement aujourd'hui des travailleuses du sexe en fonction des études récentes, mais aussi en fonction de mes propres expériences faisant des recherches avec cette population. Donc, pour commencer, il faut répondre à la question suivante. Qui sont les travailleuses du sexe?
Pour répondre à cette question, je dois préciser qu'il n'y a pas de définition exacte de travail du sexe, vu qu'il y a plusieurs types de travail sexuel. Alors, la définition que je vous présente est une définition proposée par l'OMS et une des définitions qui correspond bien aux populations dont moi-même j'ai recherché. Selon cette définition, les travailleuses du sexe sont des femmes qui reçoivent de l'argent ou des biens en échange des services sexuels et qui définissent consciemment ces activités comme génératrices de revenus. Je peux vous dire que les portes d'entrée au travail du sexe sont similaires. Les travailleuses du sexe sont souvent des femmes pauvres qui subissent des bouleversements tels que la mort des parents, la mort d'un mari ou bien des divorces, qui les projettent dans le besoin et qui les dirigent vers le travail sexuel. Une fois entrées dans la profession, les travailleuses du sexe ont souvent des pratiques à risque, telles que le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels avec lesquels elles utilisent des préservatifs d'une manière irrégulière. Elles sont aussi exposées à plusieurs types de violences. Tout cela rend le travail du sexe à haut risque d'infection par le VIH. Maintenant, je vais vous présenter quelques chiffres clés concernant les travailleurs du sexe comparés aux autres populations clés. Selon les estimations de l'ONU-SIDA, les travailleurs du sexe sont 21 fois plus à risque d'être infectés par le VIH comparé à la population générale. Et si on prend les chiffres des autres populations clés, comme les injecteurs de drogue et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, on voit que les travailleurs du sexe sont autant à risque d'infection par le VIH que ces deux autres populations clés, voire quasiment 2 fois plus à risque que les femmes trans. Et en termes de connaissance du statut VIH, les travailleurs du sexe ont légèrement plus de connaissances de leur statut que les autres populations clés. Mais il faut noter que les chiffres de toutes ces populations se rapprochent. Il y a à peu près un tiers des travailleurs du sexe autour du monde qui ignorent leur statut VIH. Un autre détail à donner est que ces chiffres ont été pris dans des centres de recherche qui sont déjà accueillants aux populations clés. Et donc, il y a de fortes chances que le vrai chiffre soit plus bas. Maintenant, cette présentation va se focaliser sur quelques enjeux concernant les facteurs mettant les travailleurs du sexe à risque d'infection par le VIH. Tout d'abord, je profite d'une revue de la littérature en Afrique subsaharienne qui parle des difficultés d'accès aux soins rencontrées par les travailleurs du sexe. Selon cet article, il y a plusieurs facteurs auxquels ces difficultés sont associées, y compris une faible perception du risque d'infection de la part des travailleurs du sexe. Il y a aussi le fait que certaines travailleuses du sexe ne sont pas au courant des services sanitaires à leur disposition. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque parfois, il existe parmi les travailleuses du sexe un manque de confiance en services sanitaires dont elles connaissent déjà. Enfin, quant aux facteurs structurels, la stigmatisation et la criminalisation du travail sexuel rendent les services de santé difficiles à atteindre par les travailleuses du sexe. À ce titre, je vous partage un article qui est sorti cette année-ci et qui montre un lien entre la criminalisation du travail sexuel et la prévalence du VIH chez les travailleuses du sexe dans plusieurs pays. Vous voyez sur le schéma à droite
que dans les pays où le travail du sexe est explicitement criminalisé, la prévalence du VIH chez les travailleurs du sexe est autour de 27% plus élevée que dans les pays où le travail sexuel est partiellement criminalisé, ce qui démontre une forte association entre le contexte juridique et l'exposition au VIH. Ici, j'en profite pour faire une petite pub de mon propre article qui porte sur les violences subies par les travailleuses du sexe en Zambie. On a trouvé dans cet article que non seulement les travailleuses du sexe avaient une prévalence élevée de violences physiques provoquées par les clients du sexe masculin, mais vous voyez sur les schémas que uniquement 13% des travailleuses du sexe ont signalé ces violences à la police. Ce qui montre pour moi un manque de confiance dans les services qui sont censés protéger ces femmes. Ce genre de chiffres ne doivent pas être étonnants dans un contexte où le travail du sexe est criminalisé et stigmatisé. Après avoir discuté les enjeux autour du travail du sexe, maintenant c'est l'occasion d'aborder le sujet des interventions adaptées au travail du sexe afin de surmonter des problèmes cités. Avant d'aller plus loin, je dois préciser que le risque d'infection par le VIH existe à plusieurs niveaux, notamment les niveaux comportemental, biomédical et structurel. Donc, les interventions pour les travailleurs du sexe doivent viser à couvrir ces trois aspects. Au niveau biomédical, les travailleurs du sexe se sont exprimés acceptables aux interventions efficaces comme la PrEP et la PEP, mais la distribution de ces interventions continue à tarder dans certaines zones, notamment en Afrique subsaharienne. Au niveau structurel, il reste du chemin à faire en termes d'éliminer les stigmas contre le travail du sexe et de légaliser ce métier dans des zones où il reste illégal, ce qui permettra aux travailleurs du sexe de se dépister et d'accéder au traitement si besoin. Quant au niveau comportemental, l'utilisation régulière des préservatifs reste une des meilleures barrières à l'infection, voire à la transmission du VIH. Je vais encore citer un de mes travaux ici, dans lequel on a démontré qu'au cours d'une cohorte d'incidence qui a duré 3 ans et demi, les travailleuses du sexe bénéficiant à chaque visite de l'étude d'une offre de tests de dépistage du VIH et des IST, des préservatifs gratuits et de la planification familiale ont utilisé davantage des préservatifs au cours de l'étude et cette augmentation a été statistiquement significative. Cela démontre qu'une approche combinée est appliquée pour mieux répondre aux besoins sanitaires des travailleuses du sexe. Notamment, ce serait idéal d'avoir une espèce de guichet unique pour les travailleuses du sexe, leur offrant des services dont elles ont besoin, comme la PrEP, la planification familiale, les préservatifs, le dépistage et le traitement du VIH et des IST. Pour que l'on pourra mettre en place ce genre de services à disposition de toutes les travailleuses du sexe, il faudra un contexte juridique favorable au travail du sexe. Enfin, ça serait de la négligence de ma part de ne pas parler du travail du sexe en temps de COVID-19. Je commence en vous montrant les perturbations d'accès aux services sanitaires chez les populations clés pendant le premier confinement de cette année inédite. Ici,
on voit que les travailleurs du sexe ont rencontré plus de perturbations que n'importe quelle autre population clé durant la période du confinement, ce qui démontre la vulnérabilité de ces femmes. Pour approfondir un peu, je vous présente des citations des difficultés rencontrées par les travailleurs du sexe durant cette pandémie de COVID-19. En Guyane, par exemple, les travailleuses du sexe notent qu'elles ne pouvaient plus travailler en raison du couvre-feu, ce qui entraînera sûrement un impact négatif sur leurs économies, tel que pour les travailleuses du sexe en Thaïlande, dont plusieurs ont perdu leur source de revenus et ne pouvaient plus couvrir le coût du logement. En Arménie, les travailleuses du sexe se trouvent encore plus stigmatisées et marginalisées par la société qui leur blâme d'être celles qui propagent le coronavirus. Au Cameroun, la police a profité de cette pandémie pour détenir les travailleuses du sexe sans leur donner aucune explication. Tout cela chante que la pandémie actuelle ne fait qu'exacerber les vulnérabilités existantes chez les travailleuses du sexe. Pour faire face aux difficultés amenées par la pandémie actuelle, il existe quelques pistes à suivre. Au plan structurel, nous pouvons plaider contre les arrestations injustes et aussi faire en sorte d'assurer des logements pour celles qui se retrouvent dans la rue en raison de la perte de ressources. Nous pouvons aussi mettre en place des services de santé afin d'empêcher la propagation du coronavirus parmi les travailleurs du sexe en distribuant des matériaux que vous connaissez déjà, des masques, des gels hydroalcooliques, mais aussi en offrant un dépistage confidentiel, bien sûr, pour protéger ces femmes vulnérables. Enfin, nous pouvons profiter des énormes réseaux des travailleurs du sexe pour pouvoir faire le traçage de contacts. À ce titre, j'aimerais terminer sur un point positif. Et cette photo que vous voyez à gauche vient d'un article publié par le BBC en mai de cette année-ci. L'article dépeint une collaboration inattendue entre les travailleuses du sexe et le gouvernement zambien. Dans une zone frontalière entre la Zambie et la Tanzanie, où il y avait un cluster de COVID-19, le gouvernement zambien a collaboré avec les travailleuses du sexe afin de tracer les camionneurs qui sont les clients des travailleuses du sexe. À droite, vous voyez un extrait d'un discours donné par le ministre de la Santé en Zambie qui glorifie le boulot fait par les travailleurs du sexe en matière de traçage de clients. Je peux vous dire que c'est du jamais vu dans un pays, mon pays, où le travail sexuel est très stigmatisé. Et peut-être ça peut donner espoir aux collaborations de ce genre dans le futur. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup à tous mes collaborateurs et à vous, mon audience, pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Kalonde pour cette présentation. Pour information, Kalonde Malama est postdoctorant au Zambien. Il est associé au Zambia HIV Research Group et il a soutenu cette année une thèse de doctorat avec le CESTIM à Marseille. Nous vous rappelons aux uns et aux autres que vous pouvez dès à présent poser vos questions pour la session de questions-réponses qui aura lieu après la prochaine présentation. Vous avez un lien sur la page de la conférence. Et pour information, nous sommes plus de 155 personnes en direct. Alors, la prochaine présentation va porter sur les politiques migratoires au Sud. Elle va être présentée par Hélène Thiollet, qui est politologue, chargée de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche international de Sciences Po Paris. Bonjour.
Le but de cette présentation aujourd'hui est de présenter un aperçu des flux migratoires dans le monde et notamment de faire un point plus spécifique sur les migrations sud-sud. Ce que l'on peut dire et qui est de premier ordre pour caractériser ces migrations sud-sud, c'est qu'elles sont importantes et qu'elles sont aussi importantes, voire plus importantes, notamment depuis 2010, que les migrations sud-nord. C'est-à-dire que la représentation habituelle des migrations comme étant des flux qui vont de pays pauvres vers les pays riches est en partie erronée puisque, à égalité, voire aujourd'hui de manière plus importante, les flux migratoires s'orientent entre pays en développement. On voit sur le graphe que je présente ici que effectivement les migrations en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Asie centrale, dans le Sud-Est asiatique et en Amérique latine représentent une part substantielle et croissante des flux migratoires globaux. Et chose intéressante aussi, cette part va croissante. En effet, lorsque l'on regarde le changement entre les migrations dans les différentes régions du monde en 2010 et en 2019, on voit que la part des migrants des Suds croît, alors que la part des migrants en Europe ou en Amérique du Nord, elle, décroît. Et c'est particulièrement la région de l'Afrique du Nord et de ce qu'on appelle l'Asie occidentale, c'est-à-dire le Moyen-Orient, qui connaît une dynamique très forte avec la part de ces migrants dans la population globale qui augmente. Ce que l'on sait aussi, c'est que, en revanche, les migrants dans les pays du Sud représentent une proportion de la population moins importante que dans les pays du Nord. On voit sur ce graphe, en effet, que ce soit en Afrique ou dans la région du Moyen-Orient ou en Asie du Sud, la part qu'ils occupent dans la population des différents pays est plus faible. Ce qui est important de noter à ce stade, c'est aussi que les pays du Sud ne sont pas seulement des pays d'émigration, ce qui est une vision assez communément partagée des Suds et du monde en développement, comme une terre d'émigration, encore une fois, cette idée que les migrants vont des pays pauvres vers les pays riches. Mais les Suds sont aussi des terres d'immigration. On le voit sur le graphe que je présente ici, puisque vous avez une représentation en bleu des volumes de migrants par leur origine. Donc, le nombre de personnes qui quittent une région est en bleu et le nombre de personnes qui arrivent ou qui immigrent dans les pays de cette région sont en orange. On voit par exemple que si effectivement l'Amérique latine est caractérisée par une forte émigration, on voit la barre bleue qui est très importante, et en l'occurrence vers l'Amérique du Nord, vers les États-Unis en particulier, des régions comme la région MENA, l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, elles, ont bien sûr beaucoup d'émigration, la barre bleue est importante, mais aussi beaucoup d'immigration. La barre orange est aussi très importante, voire plus importante. Et là, ça caractérise dans cette région en particulier l'aspect dual des flux migratoires, c'est-à-dire à la fois il y a beaucoup d'émigrants qui partent des pays d'Afrique du Nord, mais aussi du Moyen-Orient, d'Égypte et bien sûr de Syrie, dans le cadre des migrations forcées. Mais il y a aussi beaucoup de migrants qui arrivent, notamment dans les monarchies du Golfe, et c'est ce qui caractérise le dynamisme de l'immigration dans cette région. Enfin, pour donner une idée un peu plus sophistiquée de ce à quoi ressemblent ces flux, on voit bien que parmi les pays qui accueillent le plus de migrants en millions, on reste
quand même avec une prépondérance des pays du Nord. Les premiers pays mentionnés dans ce graphe issu des statistiques de l'ONU, ce sont effectivement les États-Unis et la Fédération russe. Néanmoins, et là je vous parle pour 2019. Néanmoins, on voit par exemple que l'Arabie saoudite en 2019 est quand même, l'Arabie saoudite est le deuxième pays qui accueille le plus de migrants dans le monde. Donc on voit ici une forme quand même de début de dualité de cette question de l'accueil, des grands pays d'accueil des migrants dans le monde. On voit aussi que les plus grandes diasporas dans le monde, c'est-à-dire les plus grands, la nationalité des plus grands volumes d'émigrés, si vous voulez, les plus grandes diasporas sont clairement des diasporas des pays du Sud. Aujourd'hui, la plus grande diaspora, comme on le voit sur le graphe en 2019, c'est la diaspora indienne, suivie de la diaspora mexicaine. Mais ces tendances, d'abord, comme le montre ce graphe et comme l'a montré le graphe précédent, elles ont beaucoup changé dans le temps. Il y a une grande variation. Et elles illustrent aussi la complémentarité de pays qui sont à la fois souvent d'immigration et d'émigration. Si on veut avoir une image comme ça synthétique à l'échelle d'une représentation graphique bien connue maintenant, qui est celle du papier de Guy Abbey et Nicolas Sanders de 2014 dans Science, on peut représenter les flux migratoires sur la planète sous forme de plots, c'est-à-dire de liens entre les différentes régions qui sont représentées de manière proportionnelle au nombre de migrants qui circulent d'une région à l'autre. Et ce qu'on voit ici, c'est que les dynamiques migratoires entre les pays du Sud et à l'intérieur des régions du Sud, à l'intérieur des régions en développement, sont très fortes. On peut prendre par exemple la taille de la flèche ou du petit pont qui est associé à la partie Afrique subsaharienne de ce cercle, donc qui est en jaune foncé ou orange. Ou de la même façon, le volume des flux entre l'Asie du Sud, en bas du cercle, c'est-à-dire l'Inde et le Pakistan, mais aussi le Sri Lanka, le Bangladesh, et l'Asie de l'Ouest, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Là encore, on a une illustration ici des flux migratoires, surtout vers les monarchies du Golfe, les pays pétroliers. Et on voit en fait que ces dynamiques, à la fois entre les pays du Sud, mais aussi ces dynamiques intra-régionales sont très très fortes. Dans toutes les régions, on a de très forts échanges de population à l'intérieur des pays de la région. Ça n'est pas que le cas pour les pays du Sud, c'est aussi le cas par exemple pour l'Europe, et il y a plus de la moitié des migrations vers les pays européens qui sont en fait des migrations qui viennent d'autres pays européens. Donc c'est une tendance qui n'est pas propre aux pays du Sud, mais qui est très forte. Les flux migratoires internationaux sont essentiellement des flux intra-régionaux. Cette dynamique géographique des flux, elle s'illustre aussi quand on regarde les principaux corridors migratoires, c'est-à-dire entre quelles et quelles régions s'organisent massivement les flux. Et on voit que quand l'ONU nous donne les 5 principaux corridors migratoires en 2019, eh bien, d'abord, ce sont en grande partie des corridors migratoires intra-régionaux. Comme je le disais, ici on voit que le premier corridor migratoire avec 41 millions, presque 42 millions de migrants, soit plus de 15% des migrants de la planète, c'est l'Europe. Ce sont les Européens qui vont dans d'autres pays européens. Mais on voit aussi que les migrations à l'intérieur du Moyen-Orient ou entre l'Asie du Sud et le Moyen-Orient ou à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne sont extrêmement importantes. Et ces corridors migratoires à l'intérieur des pays du Sud, les 3 que je viens de mentionner, représentent plus de 20% des flux mondiaux. Maintenant,
ces chiffres et ces données, elles sont liées à des questions importantes qui sont des questions de disponibilité des sources. Et on sait en partie que dans les pays du Sud, on a moins d'informations sur les mobilités et les migrations que dans les pays du Nord. Donc, il n'est pas impossible que ces tendances que l'on observe soient en fait largement sous-estimées, qu'il y ait encore plus de migration sud-sud que nous n'en observons du fait de la faiblesse des appareils statistiques. Maintenant, de qui sont faits ces flux migratoires dans les pays du Sud? Ils sont faits de migrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile, ils sont faits d'hommes et de femmes, et ils sont faits de personnes qui voyagent avec des âges différents, donc ils ont des caractéristiques démographiques différentes. Pour ce qui est des migrants, ce sont les États qui enregistrent les flux de migrants réguliers, soit sous la forme de l'enregistrement des personnes étrangères, soit en identifiant dans leur population les personnes nées à l'étranger, même s'ils ont la nationalité du pays dans lequel ils ont immigré. Mais n'oublions pas que ces statistiques incluent aussi les migrants forcés qui sont comptés largement par le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU, mais qui sont aussi comptés par les statistiques nationales. Si on regarde du côté de ces migrations forcées, et donc des réfugiés et des demandeurs d'asile, on voit qu'ils composent 26 millions parmi les migrants internationaux, 26 millions sont des réfugiés, et les demandeurs d'asile, eux, sont environ 4 millions. Donc, on a à peu près 30 millions de personnes qui sont déplacées par la violence. Pourquoi mentionner en particulier ces déplacés par la violence, auxquels on peut ajouter 3,6 millions de Vénézuéliens qui n'ont pas le statut de réfugiés, mais qui sont évidemment déplacés par la violence? Pourquoi c'est important? Parce que cette population de réfugiés, de 30 millions plus les Vénézuéliens, est une population qui est en forte augmentation. Entre 2010 et 2017, le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile a augmenté de 13 millions, notamment du fait de la guerre en Syrie et de la crise au Venezuela, et il représente près d'un quart de l'augmentation du nombre des migrants internationaux sur la période, dont on avait vu qu'elle était largement tirée par l'augmentation des migrations sud-sud. Quand on regarde les deux populations qui composent ces statistiques des migrations forcées, on a bien sûr les réfugiés d'un côté, la grande majorité, et les demandeurs d'asile. Ce qu'on voit, c'est que les réfugiés sont plutôt dans les pays du Sud, comme le montre le graphe de gauche, alors que les demandeurs d'asile sont plutôt dans les pays du Nord. Attention, ici, les deux graphes donnent une impression d'équivalence, alors que les échelles sont très différentes. On parle de 24 millions de réfugiés en 2019 et seulement de à peu près 2,5 millions de demandeurs d'asile en 2019. Mais on voit effectivement que les réfugiés sont plus dans les pays du Sud, les demandeurs d'asile plus dans les pays du Nord. C'est aussi ce qu'illustre cette carte, qui représente un peu les pays dans lesquels on voit à gauche la majorité des demandeurs d'asile, encore une fois attention à l'échelle, et à droite les réfugiés, notamment l'Afrique qui est largement représentée. Ce qu'il faut voir, c'est que ces réfugiés viennent des pays du Sud, ça c'est un fait, et vont dans d'autres pays du Sud. On sait, grâce aux sources du HCR, que 73% des réfugiés sont hébergés dans des pays qui sont voisins de leur pays d'origine, donc il y a vraiment une forte proximité, et que les principaux pays qui hébergent des réfugiés sont la Turquie, la Colombie, le Pakistan, l'Ouganda et un pays du Nord, l'Allemagne. Ces mêmes réfugiés viennent à 68%, ils viennent de 5 premiers pays, donc il y a une forte concentration en termes d'origine des réfugiés. Ils viennent de Syrie, de Venezuela, d'Afghanistan, du Sud-Soudan et de la Birmanie. Ce qu'il faut comprendre, et je pense que le message qu'il faut conserver à l'esprit, c'est que l'immense majorité des personnes déplacées par la violence dans les pays du Sud sont des ressortissants de pays du Sud et sont hébergés
accueilli réfugiés dans des pays du Sud. C'est 85% de la population des déplacés par la violence qui est dans des pays du Sud. On le voit quand on regarde les premiers pays d'origine des réfugiés, ils viennent bien du Sud, que ce soit en 2010 ou en 2019. La Syrie a remplacé l'Afghanistan à la première place de ces pays d'origine. Et quand on regarde les premiers pays d'accueil des réfugiés, ce sont aussi des pays du Sud. C'était le Pakistan pour les réfugiés afghans en 2010. Aujourd'hui, c'est la Turquie pour les réfugiés syriens et la Colombie pour les Vénézuéliens. Et tout ça, bien sûr, pour la raison que j'évoquais il y a quelques secondes, c'est que les réfugiés se déplacent sur des très petites distances géographiques en général et se réfugient chez leurs voisins pour plusieurs raisons, par manque de moyens d'une part, mais aussi du fait de leur désir de rentrer le plus rapidement chez eux, puisque, rappelons-le, leur départ est involontaire. Donc, la majorité des réfugiés sont dans des pays voisinants le leur. Et c'est une constante dans l'histoire de l'exil. Ce qui nous donne une géographie assez polarisée. Les pays les plus pauvres, comme les pays les plus riches, continuent d'accueillir chacun un peu moins de 20% de la population des réfugiés, tandis qu'on voit à l'intérieur de ce graphique, dans la partie centrale des barres, que les pays à revenus intermédiaires du Sud accueillent le plus grand nombre des réfugiés, avec des variations qui ne sont pas seulement des variations de localisation géographique des populations, mais aussi des changements de niveau de revenus de ces pays à revenus intermédiaires. En revanche, quand on regarde les corridors de l'asile, les demandeurs d'asile, eux, vont plutôt dans les pays du Nord, et il y a un mélange en fait sud-nord et sud-sud dans les corridors de la demande d'asile, mais là c'est vrai que les pays du Nord sont plus présents. Maintenant, la deuxième caractéristique de ces populations d'immigration sud-sud à laquelle on peut s'intéresser, c'est la part des femmes. On voit que la part des femmes est importante dans l'immigration internationale, à peu près 50%, mais qu'elle est un peu plus faible, notamment dans certaines régions de migration au sud. Je pense notamment au Moyen-Orient, Northern Africa et Western Africa, mais aussi à l'Asie centrale et l'Asie du Sud. Et ça, comparé aux populations de migrants qu'on trouve en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, l'Afrique, qui n'est pas dans mon carré rouge, est aussi concernée par une plus faible migration féminine. Donc, ça, c'est une caractéristique importante. En termes d'âge, les migrants ont en général une caractéristique démographique un peu différente en termes de pyramide des âges que la population générale. On compte moins d'enfants dans les migrants et souvent autant de personnes âgées. Et quand on regarde la démographie des migrants, des réfugiés au regard de la population mondiale, on a effectivement des profils assez différents. La population des migrants internationaux est beaucoup plus largement représentée dans la population active, avec quasiment pas d'enfants et quand même, en revanche, pas mal de personnes plus âgées, donc au-dessus de 60 ans. Et pour les réfugiés, en revanche, on a beaucoup d'enfants. Et c'est vrai qu'une grande partie des populations réfugiées sont des enfants et on a une population active un peu moins importante. Donc, on voit que ces profils démographiques donnent des caractéristiques de population assez différentes et donc aussi des besoins et des opportunités différentes. Les sources de cette présentation sont essentiellement les statistiques de l'ONU et le HCR. Je vous remercie. Et j'attends avec impatience vos questions. Merci à tous pour toutes vos présentations. Donc, nous allons passer à la session questions-réponses. Nous allons passer à la première session qui est adressée à M. Albert Gauthier-Ndione pour l'intervention de Anne Coppel. À quand une loi de santé publique en France qui prendrait le dessus sur les décisions du ministère de l'Intérieur? Albert Gauthier-Ndione, vous avez la parole.
Voilà, donc merci pour la question qui est posée à notre collègue Anne. On va essayer avec Louis Letellier de Saint-Just connecté d'apporter quelques réponses. Alors, on a vu pour l'histoire de la France spécifiquement, comme pour l'histoire aussi des États-Unis et du Canada, que les choses évoluent en dents de scie. Par exemple, il y a eu ce qu'Anne a montré avec Simone Veil, un espoir d'aller vers la décriminalisation et qui aurait tout simplement amélioré le cadre juridique et permis d'avoir un contexte, une approche beaucoup plus sanitaire pour les consommateurs de drogue, mais que récemment, avec la nouvelle loi avec la venue d'Olivier Véran, la criminalisation a aussi est remontée vraiment au niveau des créneaux. Et donc là, on se rend compte que cette évolution en dents de scie dépend certes des contextes, la war on drug au début avec Nixon, le VIH, la COVID-19, comme on l'a montré ici au Sénégal particulièrement, mais ça dépend aussi des personnalités, des personnages qui sont influents. Et justement, la conclusion de lui, Letellier de Saint-Just, montrait que les avancées sont fragiles et ça dépend de quel type de régime on a, ça dépend de quel personnage on a au niveau du ministère de la Santé et aussi au niveau des ministères de l'Intérieur. Enfin, l'autre question que cela pose particulièrement en France, chez les activistes, chez les associations et groupes d'autosupport d'usagers de drogue, c'est la fonction de ces lois. Pour eux, ce ne sont pas des lois qui ont pour objectif de réprimer la consommation, tout simplement parce qu'elles veulent les réprimer, mais ce sont des lois qui permettent de contrôler les minorités. Et donc, l'analyse de ces fonctionnalités, de ces fonctions des lois est importante à faire pour comprendre effectivement si on en arrive à telle situation, qu'est-ce qu'il explique et jusqu'à quand ça va durer. Si vous permettez, modératrice Khoudia, lui, Letellier, voudrait bien ajouter quelques éléments par rapport à cette question. Merci à lui de contribuer à cette question rapidement. Malheureusement, j'ai l'impression que lui n'est pas connecté, donc je voudrais juste vous poser une autre question. Vous avez dit à un moment que finalement, en Afrique, le modèle français est très souvent copié en ce qui concerne le processus communautaire qui est mis en place contre la lutte contre les drogues, mais finalement, ce modèle français est peu performant. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par peu performant? Merci. En attendant, nous posons la question à Monsieur Louis. Allez-y pour la question, pour votre contribution à l'intervention de Gauthier. Donc, on va répéter la question pour Monsieur Louis Letellier. Je pense qu'on a des problèmes de connexion. Bon, je pense qu'il a des problèmes, oui. On a des problèmes de connexion. Est-ce que vous pouvez continuer, Gauthier, s'il vous plaît? Okay. Voilà, donc quand on évoque les lois au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est vraiment des lois qui ont été calquées sur le modèle français. Et quand on dit que ce modèle de la France pour les consommateurs de drogue n'est pas un modèle performant par rapport à ce qui se passe dans certains autres pays en Europe, comme au Portugal, aux Pays-Bas, c'est justement ce manque de performance-là qui est décrit, notamment sur l'hypercriminalisation qui ne permet pas d'avoir des activités de réduction des risques qui soient bien encadrées par le dispositif juridique. Après, on a vu sur des questions de mobilisation communautaire, donc des associations et groupes d'autosupport de consommateurs de drogue qui se constituent un peu partout en Afrique de l'Ouest actuellement, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Il y a effectivement des sources, des personnages d'origine française et européenne qui influent
et qui demande aux gens de ne pas suivre justement ce modèle français parce que c'est un modèle qui n'est pas compatible avec cet idéal de réduction des risques. D'accord. Et une dernière question pour votre groupe. Est-ce que vous pensez que la médicalisation que vous décrivez dans vos travaux en Afrique, est-ce qu'elle elle constitue un frein ou un avantage vers le processus de dépénalisation ou de décriminalisation? Alors, cette médicalisation en Afrique a beaucoup d'enjeux, notamment sur le fait qu'il permet de sortir les consommateurs de drogue de la marginalisation et qu'il les permette de réoccuper d'autres fonctions qui sont très importantes pour eux, de retravailler, de se remarier, etc. Et après, cette médicalisation aussi est importante parce que c'est pour nous, dans l'analyse que nous faisons, le seul tremplin pour passer vers la dépénalisation. Comme on l'a vu en Afrique, même si certains États s'ouvrent de plus en plus à la question de « OK, on va changer les lois », mais l'idéal pour eux, c'est la médicalisation, donc de les traiter comme des personnes malades ayant besoin de traitement, mais ne parle pas encore de dépénalisation. Parce que, comme on l'a montré, ça ne correspond pas un peu au cadre culturel africain où les religions et d'autres circonstances sont associées un peu à cette idée de pénalisation des consommateurs de drogue. Merci Gauthier. On va passer des questions à Kalon. Est-ce que vous avez donc d'abord une question sur le fait que de plus en plus, on constate que de nombreux hommes offrent leurs services à des femmes contre de l'argent, et est-ce qu'il faudrait élargir la définition de travailleuse du sexe? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est quelle stratégie de contournement mettre en place pour améliorer l'accès aux travailleuses du sexe dans des contextes fortement stigmatisants? Donc ça, c'est la deuxième question. Et puis, la troisième question, c'est finalement, est-ce qu'il y a, dans un contexte du Sénégal, une généralisation de la prévalence, de la baisse de la prévalence chez les travailleuses du sexe, et avec des stratégies anciennes, ou bien est-ce qu'il faut innover pour atteindre ces travailleuses du sexe? Donc, 3 questions à Kalon. D'accord. Merci beaucoup pour les questions. Je vais essayer d'être très rapide en répondant aux questions. Première question, il y a en fait des travailleurs du sexe, c'est-à-dire des hommes qui offrent des services sexuels aux femmes, mais c'est une population sur laquelle on a très peu de données. Donc, il faut plutôt faire plus de recherches avec cette population. Mais je peux vous dire que sans doute, il y a un risque élevé parmi cette population, mais je cite ici que je note que les femmes sont généralement plus à risque vu qu'ils ont un statut très précaire dans la société. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les travailleuses du sexe sont une population clé. Et j'hésiterais à dire que les hommes offrant des services sexuels aux femmes doivent être considérés aussi comme population clé, même si c'est une population, bien sûr, à risque. Deuxième question. Quelle stratégie pour mieux assurer l'accès aux soins pour les travailleuses du sexe? Du coup, il faut privilégier la confidentialité et aussi la sécurité de ces femmes, vu qu'elles sont très stigmatisées et aussi hyper criminalisées par la société et les lois. Donc, on peut faire des choses qui ont été déjà faites dans certains endroits, comme offrir des services aux travailleuses du sexe la nuit, là où il y a moins de personnes, donc moins de risques d'être repérés par des gens. On peut aussi aller les trouver, les travailleuses du sexe, où elles travaillent, c'est-à-dire dans le champ. On peut aller, comme c'est le cas dans la Côte d'Ivoire, il y a un camion, Joseph, t'en connais quelque chose, il y a un camion qui va dans les champs et qui offre des services complets aux travailleuses du sexe, tout en gardant la confidentialité intacte. Donc, ça, c'est la deuxième question. Troisième question, je dirais… Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, d'accord. Donc, ici, le vrai problème, c'est qu'il faut plutôt les approches combinées. Donc, on ne peut pas parler que des préservatifs. Il faut compléter les préservatifs avec d'autres interventions au niveau structurel, biomédical et, bien sûr, comportemental. Juste une question pour Hélène. Merci. Juste une question pour Hélène. Qu'est-ce qui explique la proportion moindre des femmes dans ces parcours migratoires?
migratoires. Rapidement. Oui, rapidement, les femmes ne sont pas en proportion très, très inférieure aux hommes, puisque c'est presque la moitié, on l'a vu dans les graphes que j'ai montrés. Les femmes ont rejoint les hommes, en fait, dans la migration. Durant la dernière décennie, le vrai déséquilibre qu'on voit, c'est vraiment sur les âges, en fait. C'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire que dans la population migrante en général, c'est 74% des migrants qui sont en âge de travailler, donc qui sont des actifs, alors que dans la population générale, c'est 57%. Mais en ce qui concerne les femmes, elles sont quasiment maintenant la moitié des migrants. La moitié des migrants sont des migrantes. Merci. Joseph? Merci. Et donc, nous allons enchaîner avec 2 nouvelles présentations. Comme précédemment, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous aurons une nouvelle session de questions-réponses. Et nous allons voir maintenant des travaux de Rose-André Andé-Faye, qui est doctorante en socio-anthropologie de la santé à l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, sous la direction de Sylvain Faye et de Alice Desclos. Et sa présentation porte sur les profils et trajectoires d'usage des femmes consommatrices de drogues injectables à Dakar. Bonjour, je suis Rose-André Faye et ma présentation porte sur les profils et les trajectoires d'usage des femmes consommatrices de drogues injectables au Sénégal. En contexte, la situation des femmes CDI est moins documentée en Afrique que dans d'autres parties du monde, comme l'Amérique et l'Europe, et elles sont moins nombreuses dans les programmes dédiés au CDI, où elles ne représentent que 10 à 20% des personnes prises en charge. Elles sont très concernées par les problématiques de vulnérabilité, la stigmatisation, la prostitution, les risques d'infection à VIH et aux hépatites. Et la figure dominante dans les travaux disponibles reste celle de la prostituée femme CDI. Alors, des données empiriques relevées au Sénégal nous ont conduits à interroger cette image qui pourrait recouvrir des profils sociodémographiques divers. Au Sénégal, en 2011, il y a eu une première enquête dénommée UTSEN qui a mis en évidence la présence de CDI dans la région de Dakar. Alors, dans cette étude, les femmes sont identifiées comme étant moins nombreuses que les hommes. Elles consommaient notamment l'héroïne et la cocaïne crack et elles étaient à la fois travailleuses du sexe et CDI. Pour répondre aux besoins de santé des CDI, une structure de soins est mise en place, le CEPIAD, qui est le premier centre de soins moderne pour les addictions en Afrique de l'Ouest. Et le CEPIAD a commencé ses activités en 2015. En 2018, dans une optique de décentralisation, une unité de prise en charge est mise en place à Mbour, dans la région de Thiès, l'UPAM. Et cependant, peu de femmes accèdent à la prise en charge. Par exemple, au CEPIAD, les femmes représentent un dixième des patients et à Hambourg, il n'y a pas de femmes incluses dans le protocole de soins. Alors, depuis 2016, 2 projets de recherche sous financement de l'ANRS évaluent ce modèle pilote de soins et notre travail est articulé autour de ces 2 projets, Codicen et Codisox. L'objectif de cette présentation est de décrire les profils sociologiques des femmes CDI au Sénégal et les profils ont été définis à partir de données de terrain en tenant compte d'un ensemble de caractéristiques à la fois sociales et familiales du produit consommé, de la trajectoire et de l'expérience de consommation, mais aussi de l'appartenance à un milieu d'interconnaissance. Alors, tous ces éléments ont permis de faire une catégorisation qui fait sens pour les femmes que nous avons interrogées. La méthode se base sur une approche qualitative et les données sont issues d'une thèse en socio-anthropologie financée par l'ANRS sur les trajectoires des femmes CDI au Sénégal. Alors, nous avons recueilli des récits de vie au CEPIAD, mais aussi en dehors des structures de soins à Dakar et à Mbour. Les données ont été analysées à travers le logiciel V12.
Alors, les résultats montrent 4 profils de femmes CDI, des jeunes femmes du monde de la nuit et du divertissement, des jeunes femmes des quartiers populaires et associations de travailleuses du sexe, et des femmes surnommées les anciennes junkies, et des femmes qui sont hors des milieux, moins visibles dans les milieux. Alors, pour le profil 1, des jeunes femmes du monde de la nuit et du divertissement, elles sont notamment des consommatrices de cocaïne crack. Elles consomment également l'alcool et leur consommation est liée à la fréquentation des milieux touristiques et festifs. Certaines travaillent dans les bars comme serveuses ou dans des institutions de bien-être comme masseuses. Et ces femmes n'ont pas une apparence altérée par l'usage de drogue. Elles sont assez autonomes avec une capacité à investir dans des vêtements et dans des accessoires à la mode. Certaines parmi elles pratiquent une sexualité transactionnelle et s'exposent à des risques d'infection et à des risques d'overdose. Mais la plupart de ces femmes ne sont pas demandeuses de soins pour l'addiction, car elles gèrent leur santé en allant à des consultations périodiques et en utilisant des services de dépistage mobile. Alors, le profil des jeunes femmes des quartiers populaires et associations de travailleuses du sexe, elles ont accès à des messages de prévention et à des services de dépistage mobile à travers leur groupe, mais aussi à travers les ONG travaillant dans le paysage des populations clés. Et nous avons une partie de ces femmes qui sont DTS clandestines ou professionnelles et une partie qui joue le rôle de relais entre les dealers et les consommateurs dans le milieu. La trajectoire de la plupart de ces femmes est en lien avec le travail sexuel et certaines parmi elles portent sur leur corps des cicatrices de violences vécues à travers leur histoire avec la drogue ou la prostitution. Et la plupart ont peur d'accéder aux CEPIAD parce qu'elles redoutent d'être stigmatisées. Pour le profil 3 des femmes surnommées les anciennes junkies, elles sont plus connues dans le milieu, elles ne sont pas très jeunes et elles ont consommé l'héroïne et la cocaïne depuis plusieurs années. Et c'est dans ce groupe-là que l'on retrouve les injectrices. Alors, le passage à l'injection chez les femmes est notamment lié à des conditions socio-économiques défavorables, notamment le manque d'argent, mais aussi les périodes de pénurie de CAM à Dakar. Alors, la trajectoire de certaines de ces femmes est liée à la mobilité dans les pays européens et certaines parmi elles ont vécu des formes d'addiction de couple caractérisées par une dépendance affective et économique. Elles sont peu autonomes, surtout par rapport à la prise en charge de leurs enfants, et la majorité de ces femmes sont en sous-traitement méthadone ou CEPIAD et vivent parfois avec le VIH ou l'hépatite C. La plupart de ces femmes apprécient la prise en charge au CEPIAD. Beaucoup d'entre elles sont enrôlées en tant que médiatrices dans les programmes de réduction des risques. Mais certaines déplorent les contraintes du traitement. Alors, le profil 4, c'est des jeunes femmes hors du milieu qui sont des consommatrices de médicaments psychotropes, plus ou moins associées à des drogues injectables, et des consommatrices d'antalgiques, tramadol, qui fait suite à des prescriptions médicales dans un contexte de forte douleur due à des maladies comme la drépanocytose et la scoliose. Et ces femmes vivent une souffrance psychologique due au fait qu'en voulant traiter une pathologie, elles sont tombées dans l'addiction. Et certaines parmi elles fréquentes ont eu recours au CEPIAD, mais craignent d'être associées à cette figure du drogué, délinquant et prostitué. Alors, en conclusion, on note dans les travaux disponibles seulement 2 figures de femmes habituellement au centre de la réflexion sur genre et drogue, la mère et la prostituée. Et ces 2 catégories constituent les cibles prioritaires pour l'aide et la prévention. Par ailleurs, notre étude montre 4 profils de femmes aux caractéristiques en partie similaires et en partie différentes qu'il faut connaître pour mieux cibler les interventions sanitaires. Par exemple, le profil 1 est décrit dans une série télévisée au Sénégal, Renaissance 2020,
qui est produit par le RAES et OSIWA. Et parallèlement, 2 cas récemment médiatisés à Dakar incarnent ce profil. 2 femmes qui seraient décédées par overdose, une mannequin et une directrice d'agence de milliardaires. On voit que cette catégorie de femmes CDI n'a pas besoin de soutien social, mais a beaucoup plus besoin d'intervention et de protection contre l'addiction et les overdoses si l'on sait que la naloxone n'est pas encore disponible au Sénégal. Alors, en ce qui concerne le profil 1 et 2, la plupart sont des consommatrices de cocaïne crack et qui n'ont pas recours au CEPIAD ou à l'UPAM, ce qui explique en partie le faible nombre de patients. Et pour le profil 2 et 3, et dans ces 2 catégories, on voit que le parcours de certaines femmes témoigne d'une expérience intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elles peuvent être à la fois CDI, TS et personnes vivant avec le VIH. En revanche, le profil 4 ne partage pas les caractéristiques de marginalité sociale de la majorité des femmes. Et donc, pour adapter les approches au féminin, il est nécessaire de diversifier les réponses en fonction des profils des femmes et de leurs besoins et de dépasser le stéréotype de femmes CDI, mère et TS. Je remercie la NRS qui a bien voulu financer cette recherche, les équipes du CEPIAD et de l'UPAM, ainsi que toutes les participantes à l'étude. Merci de votre attention. Merci Rose. Et donc pour la dernière présentation de cette session, nous allons avoir une présentation sur la cascade de soins VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes en Afrique subsaharienne. Et c'est une revue littérature qui nous est présentée par Auguste Eubanks, doctorante en santé publique au CESTIM à Marseille, sous la direction de Bruno Spire, et qui fait partie du projet CoMSM PrEP. Bonjour à tous, je suis Auguste Eubanks, doctorante en santé publique au laboratoire CESTIM à Marseille. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une revue systématique qui s'intéresse à la cascade des soins VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en Afrique subsaharienne. Les HSH sont particulièrement vulnérables à l'infection par le VIH en Afrique subsaharienne. Dans cette population, la prévalence du VIH est élevée et ce taux peut s'expliquer par un environnement culturellement, juridiquement et socialement défavorable, où les HSH font face à une forte stigmatisation. Cette stigmatisation, parmi d'autres raisons, limite leur accès à des services adaptés et spécifiques de prévention et de prise en charge du VIH. Les récentes estimations de la cascade des soins VIH chez les HSH et les personnes transgenres en Afrique subsaharienne sont encore loin d'atteindre les objectifs 90-90-90 fixés par l'ONU-SIDA. Il est donc nécessaire que les programmes et les organisations travaillant auprès des HSH en Afrique subsaharienne sachent quelles interventions marchent et comment on peut les mettre en place pour améliorer la cascade des soins et se rapprocher des objectifs de l'ONU-SIDA, afin de limiter le nombre de nouvelles infections dans cette population clé. L'objectif de ce travail était donc d'identifier les interventions visant à optimiser la cascade des soins VIH chez les HSH en Afrique subsaharienne. Nous avons conduit une revue systématique pour identifier et décrire les études interventionnelles qui ont évalué l'effet de l'intervention proposée sur au moins une étape de la cascade des soins VIH, à savoir soit le recours au dépistage, l'accès au traitement ou la rétention dans les soins, incluant l'observance au traitement et la suppression de la charge virale. Pour cela, nous avons recherché dans 8 bases de données les articles publiés entre janvier 2010 et janvier 2020, incluant les interventions auprès des HSH en Afrique subsaharienne. Au total, nous avons identifié 2891 références, parmi celles 1303 ont été gardées pour la sélection de titres et abstracts. 130 articles ont été retenus pour la sélection en texte intégral.
La plupart des articles non retenus étaient descriptifs et seulement peu d'entre eux évaluaient l'effet de l'intervention proposée sur la cascade des soins VIH. La plupart d'entre eux s'intéressaient à mesurer l'impact des interventions sur les comportements sexuels, le stigma, l'utilisation de préservatifs. Donc, au final, 14 articles ont été retenus pour l'analyse. L'analyse de ces 14 articles a permis de montrer que ces interventions ont été menées majoritairement par les partenariats Nord-Sud, impliquant les universités ou les institutions de recherche, et financées majoritairement par les États-Unis. La majorité de ces interventions ont été menées dans des contextes urbains ou semi-urbains, en Afrique de l'Est et Sud. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest ont été peu représentées. Ces interventions étaient pour la plupart spécifiquement dédiées aux HSH, mais chaque intervention utilisait sa propre définition de HSH, qui pouvait s'appuyer sur les critères de comportement sexuel, comme avoir eu un rapport sexuel avec un homme dans les 12 derniers mois, ou sur des critères identitaires, tels que les participants s'identifient comme HSH. Malgré des définitions multiples, les HSH participants présentaient des caractéristiques individuelles similaires. Ils étaient pour la majorité d'entre eux jeunes, célibataires, avec un niveau d'éducation plutôt faible. Nous avons trouvé deux types d'interventions, celles conduites auprès des HSH directement et celles menées auprès des pairs ou soignants offrant des services de santé aux HSH. Ces interventions ont été dispensées dans les sites communautaires ou hotspots, les cliniques ou par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales et communautaires. Les participants ont bénéficié des offres de prévention incluant le dépistage du VIH, le conseil, le diagnostic des IST et l'accès gratuit aux préservatifs et gels lubrifiants. À noter que la majorité des participants et ou des pères éducateurs ont été compensés financièrement pour leur participation. L'approche quantitative a été majoritairement préférée par rapport aux méthodes mixtes ou à la recherche qualitative. Les études de cohorte ou transversales ont été privilégiées ainsi que les analyses comparatives. Les participants ont été recrutés souvent par RDS ou boule de neige, les réseaux des pairs ou par l'échantillonnage espace-temps. Concernant l'impact sur la cascade de soins VIH, les interventions ont été centrées sur le premier 90. Par exemple, ils avaient pour l'objectif d'augmenter le nombre de dépistages et d'atteindre les HSH séropositifs non diagnostiqués. Le deuxième et troisième 90 ont été largement ignorés et ils ont démontré des résultats mixtes. Certaines interventions ont montré une amélioration dans l'accès au traitement ARV, alors que d'autres ont observé des taux de perdu de vue assez élevés. En général, les résultats de ces interventions montrent que les pères éducateurs et leur réseau augmentent le recours au dépistage, la prise en charge des personnes séropositives et l'observance au traitement ARV. Par exemple, ces réseaux ont aidé les interventions à éteindre les HSH marginalisés et souvent éloignés des services de santé via la technique de RDS. D'autre part, ils ont montré qu'un plus grand nombre de pères éducateurs et une exposition plus fréquente à l'éducation par les pairs permettaient d'augmenter significativement le nombre de dépistages auprès des HSH. Ces interventions se sont appuyées sur une expérience de recherche solide avec la communauté HSH et l'accompagnement communautaire a été privilégié. Elles ont été conduites de manière spécifique dans chaque pays afin de tenir compte des différences culturelles. Les acteurs ont adapté les interventions à la vie des HSH en utilisant les lieux de rencontre spécifiques et des services mobiles pour recruter et dispenser leur offre de santé. Le respect de la confidentialité
l'effort de protéger les participants et de diminuer du mieux possible la stigmatisation ont été les aspects clés de ces interventions. En termes de limites, nous avons remarqué la durée courte de ces études ainsi qu'une taille d'échantillon limitée. De plus, les études ont été difficiles à généraliser dû à un manque de contrôle et de comparaison. Les auteurs ont également fait plusieurs recommandations pour améliorer les interventions existantes, comme le fait de développer et de mettre en œuvre des moyens de prévention innovants, tels que la PrEP, les microbicides ou l'autotest, dans les programmes de prévention combinés. En outre, ils ont recommandé de renforcer la formation du personnel soignant, travaillant sur la prévention spécifique pour les SHH. Finalement, ils ont souligné à l'unanimité le besoin essentiel de collaborer avec les pères éducateurs pour adapter les interventions et atteindre les HSH. En conclusion, la majorité des interventions auprès des HSH en Afrique subsaharienne visent à améliorer l'accès au dépistage du VIH. Les futures interventions et programmes de recherche doivent également s'orienter davantage vers des stratégies optimisant l'accès au traitement et la rétention dans les soins VIH. Enfin, il est nécessaire de s'appuyer sur les organisations et les réseaux HSH qui existent en Afrique subsaharienne pour que ces interventions soient adaptées au contexte dans lequel les HSH vivent. Le rôle des acteurs locaux qui sont sur le terrain est essentiel pour la mise en place et la réussite de telles interventions en vue d'améliorer la cascade de soins VIH auprès des HSH en Afrique subsaharienne. J'aimerais remercier mes co-auteurs et nos financiers, plus spécifiquement à l'NRS pour m'avoir accordé une bourse doctorale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche. Merci à tous. Je pense que nous avons un certain nombre de questions. Donc, nous allons d'abord à Rose-André. Je pense que vous avez deux questions, Rose-André. D'abord, pouvez-vous revenir sur le profil des femmes en fonction des différentes catégorisations, très rapidement? Et puis, vous avez aussi une question sur les raisons qui poussent les motivations à la consommation de drogue en fonction des différents profils. D'accord. Merci, Khoudia. Alors, je vais très rapidement répondre aux questions qui m'ont été adressées. Alors, les deux questions se recoupent et concernent la catégorisation que nous avons eu à faire par rapport aux femmes. Alors, je vais rappeler que nous avons établi un certain nombre de critères pour pouvoir faire cette catégorisation-là. Et la question de la du niveau d'instruction et des raisons qui poussent les femmes n'en font pas partie. Alors, on va dire que pour les raisons qui poussent les femmes à consommer, elles sont différentes d'une femme à une autre. Par exemple, certaines femmes ont consommé par curiosité et ont été initiées à travers leurs amis, et d'autres ont consommé en étant initiées à l'insu par des amis ou par un partenaire, et ainsi de suite. Alors, la catégorisation que nous avons faite a été difficile parce que, mais finalement, cette catégorisation, elle est émise, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été imposée par la chercheuse, mais à partir d'idées préconçues, elle est plutôt polythétique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas basée sur un seul critère. Les critères qui ont permis de répartir les femmes dans chaque groupe ne sont pas totalement homogènes, et une femme inclue dans une catégorie n'en possède pas toutes les caractéristiques. Et donc, il s'agit des pratiques de consommation des femmes, mais aussi du milieu dans lequel elles consomment et elles se socialisent, mais aussi des catégories utilisées entre elles pour se qualifier. Et donc, en combinant ces différents critères, nous avons obtenu des groupes assez homogènes, mais qui ne sont pas totalement figés par une femme pouvant transiter d'une catégorie à une autre. Voilà. Merci, Rose-André. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour Auguste.
Donc, je voudrais dire merci Auguste, merci à tous. Avant de donner la parole peut-être à Joseph pour un dernier mot, je voudrais dire qu'on a assisté à une session où on a pu voir les spécificités liées à la dépénalisation avec l'intérêt d'une comparaison entre le Canada, la France et l'Afrique globalement, et qui a mis en exergue toute l'importance finalement de la lutte contre le sida et du VIH sur ces approches de dépénalisation et qui de plus en plus vont vers le sens d'une décriminalisation, mais avec toujours la crainte d'avoir des politiques qui ne suivent pas. Chez les travailleurs du sexe également, Calonde nous a montré tous ces facteurs de vulnérabilité des travailleurs du sexe qui, malgré tout ce qui a été fait, pour cela, dès qu'il y a une épidémie, les fragilisent encore. Nous avons aussi regardé avec un grand intérêt les spécificités liées aux politiques migratoires, ainsi que les profils et trajectoires des usagers de drogue chez les femmes, catégories pour lesquelles, en général, en Afrique, on disait que ça n'existait pas, mais aussi les spécificités qui continuent chez les HSH. Donc, Joseph. Merci Koudia, je voudrais vraiment remercier toutes nos oratrices et tous nos orateurs pour cette session très riche. Merci également à toutes et tous pour nous écouter. Je sais que c'est pas facile une conférence en visioconférence. J'espère que nous aurons l'opportunité dans 2 ans de tous nous voir en face à face pour la prochaine Afravi. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation de conférence à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci.